Aujourd'hui, la famille, d'après les sondages, occupe la première place dans la vie des Belges et des Français. Il est par conséquent intéressant d'essayer d'étudier la famille dans les siècles qui précèdent pour essayer de comprendre ce qu'était la famille. Mais je le dis tout de suite, aujourd'hui, je n'aborderai dans ce premier exposé que les aspects démographiques de la famille, en abordant tout à fait logiquement, dans un premier temps, la question du couple, parce qu'effectivement, il faut, surtout aux époques qui m'intéressent ici, 16e et 18e siècle, il faut un homme et une femme pour faire un enfant, et d'autre part, je m'intéresserai aussi donc au taux de natalité et au taux de mortalité justement de ces mêmes enfants, pour en tirer un certain nombre de conclusions, pour savoir s'il y a moyen de dresser un modèle démographique de l'Ancien Régime. Quelles sont les sources dont l'historien dispose pour savoir à quel âge on se mariait, parce que le mariage fondait exclusivement la famille du XVIe ou XVIIIe siècle, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, bien sûr. Quelles sont plutôt les sources qui nous permettent de savoir donc à quel âge on se mariait, avec qui, pourquoi on se mariait à tel ou tel âge, quel était le taux de fécondité, et ensuite pourquoi les enfants étaient si nombreux à décéder tout petits. Ces sources, ce sont pour l'Ancien Régime les registres paroissiaux. Les registres paroissiaux qui, depuis François Ier, tenaient lieu d'état civil et les curés avaient l'obligation de tenir, ils agissaient donc en tant que tels, en tant qu'officiers d'état civil, si vous voulez, les curés devaient tenir d'une part les registres de baptême, ensuite les registres de mariage et enfin les registres d'enterrement. Bien sûr, ces dates, dans ces registres, on ne trouve pas exactement la date de naissance, puisque les baptêmes succèdent parfois de quelques jours aux naissances. Les enterrements, c'est la même chose par rapport au décès. Et quant aux conceptions, il est bien clair que les historiens doivent évidemment déduire 9 mois pour savoir quand les enfants étaient conçus, à quelle période et pourquoi, en essayant d'identifier les facteurs qui faisaient qu'à un moment donné, on avait plus ou moins d'enfants. Mais ça, ce sont des calculs qui ne sont pas très compliqués à faire, sauf que l'on doit tenir de toute une série de paramètres. On doit tenir compte du fait qu'il pouvait y avoir des conceptions prénuptiales, du fait qu'il pouvait y avoir aussi des enfants illégitimes, et ainsi de suite. Donc, ça c'est un travail de critique historique qui suppose une compréhension du contexte et il faut essayer d'affiner évidemment les chiffres qu'on peut en retirer. On peut dire que les travaux de démographie historique pour l'Ancien Régime ont vraiment commencé, je dirais, dans les années 50, à l'époque où Pierre Goubert, qui est vraiment un pionnier en la matière, fait ses recherches doctorales. Il publiera, sauf erreur de ma part, sa thèse doctorat en 1960,
et il sera suivi par toute une série d'historiens qui vont se lancer dans ces recherches démographiques concernant les différentes provinces du Royaume de France. Je vais vous montrer un certain nombre de ces études dans ma bibliographie après cette leçon. Je commence donc par le couple, dans un premier temps. Je vous ai dit que le mariage fonde exclusivement la famille. On est à une époque où l'Église catholique est, comment dirais-je, la seule Église officielle, hormis la parenthèse entre 1598 et la révocation d'édit de Nantes, mais qui avait été rognée depuis longtemps, depuis l'époque de Richelieu, et qui, comment dirais-je, permettait aux protestants d'exercer leur culte, mais à partir de l'édit de Fontainebleau, donc de 1685, ceux-ci vont devoir soit se convertir de force pour rester dans le royaume, soit se cacher dans ce qu'on appelle le désert, c'est-à-dire des régions où il était moyen de se cacher, je pense en particulier aux Cévennes, soit ils devaient partir à l'étranger, dans des pays protestants, c'est ce qu'on appelle alors le refuge, en Angleterre, dans les Provinces-Unies ou dans le Brandebourg. Donc le mariage fonde la famille. Il s'agit de comprendre maintenant, à la fois sur le plan matériel et sur le plan idéologique, en quoi le système du mariage participe d'une autorégulation de la société. Donc on ne se marie pas à n'importe quel âge, pour des raisons d'ailleurs qui sont conscientes, et on va voir un petit peu comment tout cela fonctionne. Il est évident que pour des raisons matérielles, c'est-à-dire des raisons économiques, il faut tenir compte des ressources disponibles. On va arriver, en particulier à partir de la fin du XVIe siècle et au XVIIe siècle, à un stade où les maxima de densité agraire sont atteints, autrement dit, la population ne peut plus croître, sinon on se retrouve dans des situations de famine. Qui dit famine dit facilité d'expansion des maladies, des épidémies, et donc à l'arrivée, croissance importante des décès. Donc il y a un lien évident entre l'économie et la démographie. Ce qui explique que c'est le mariage tardif qui, en tout cas entre la deuxième moitié du XVIIe siècle et la première moitié du XVIIIe siècle, va être la règle. Parce qu'effectivement, le mariage tardif va être un frein à la croissance démographique, et on va voir en particulier que de 1670 à 1739, donc 1740, il y aura 30% d'enfants en moins dans le royaume. Mais il y a aussi un autre phénomène qui est celui de la puberté tardive, comme si, et je dirais même pas comme si, c'est plus qu'une certitude, il y a adaptation, comment dirais-je, de l'organisme par rapport à des aspects qui sont liés à la faim en particulier, et c'est ainsi que la puberté se terminait vers 18-20 ans, alors que l'on sait qu'aujourd'hui, les adolescents sont de plus en plus tôt pubères. On est dans un monde tout à fait différent. Donc il ne faut en aucun cas projeter des réalités d'ordre biologique d'aujourd'hui qui sont liées à des facteurs environnementaux, à une meilleure alimentation, à l'hygiène,
aux activités physiques. Et donc le corps humain, d'un point de vue darwinien, s'est adapté, si je puis dire, à cette nouvelle donne. Je vous ai dit que il y a des aspects matériels, mais il y a aussi, et c'est ce que Marx appelle la superstructure, il y a aussi l'aspect idéologique. Et l'idéologie, elle est étroitement liée elle-même, c'est le reflet, mais la notion de reflet, vous savez, est une notion qu'il faut quand même ne pas appliquer d'une manière systématique, mais dans ce cas-ci, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir, à l'époque considérée, donc sous l'Ancien Régime, un recul de l'injonction augustinienne. Je rappelle qu'Augustin, à propos duquel j'ai fait un cours récemment en philosophie, et que vous allez certainement voir rapidement sur ma chaîne, il y a un recul de l'injonction augustinienne, donc ce penseur qui vit dans la deuxième moitié du IVe siècle de notre ère et dans le premier tiers, puisqu'il meurt en 430 du Ve siècle, donc à la fin de l'Empire romain, donc recul de l'injonction augustinienne de ne pas utiliser la contraception. Parce que jusqu'alors, il était impératif de répondre à cette injonction qui ne faisait d'ailleurs que reprendre ce qui se trouve dans l'Évangile. Comment dirais-je, le mariage est clairement, le mariage est clairement destiné à la reproduction. Croissez et multipliez-vous. Vous connaissez l'adage certainement. Et par conséquent, le mariage pour l'Église va être considéré de plus en plus clairement comme un moyen de canaliser, je dis bien canaliser, les relations sexuelles, et par conséquent, le refus de l'acte sexuel ne sera plus considéré, ce qui était le cas auparavant, comme un péché mortel. Maintenant, avec qui se marie-t-on? Comment trouve-t-on son partenaire? Dans quel milieu trouve-t-on donc chaussure à son pied, si je puis dire? Il y a ici deux éléments qui interviennent sur le plan sociologique et qui sont fondamentaux. D'une part, l'homogamie et d'autre part, l'endogamie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'homogamie? C'est le fait de se marier au sein de la même classe sociale. Donc, il s'agit ici de la même classe sociale. Donc, ici, c'est un critère sociologique qui intervient. On le trouve surtout, je dirais, dans les classes supérieures de la société. Il ne faut pas mêler un sang bleu avec un sang rouge, mais ça ne concerne pas seulement que la noblesse, ça concerne également la bourgeoisie, et dans la petite bourgeoisie, si je puis dire, et dans l'immense majorité de la population, n'oubliez pas que 85% des habitants du royaume de France vivent à la campagne, sont des paysans, eh bien on peut dire que 3 fois sur 4, on se marie dans le même milieu, ce qui est d'ailleurs un petit peu inévitable, puisque il n'y a pratiquement que des paysans à la campagne. Enfin, pratiquement, il y a bien sûr des artisans, il y a le curé, il y a quelques notables, bien sûr, il y a le seigneur, mais enfin bon, c'est presque inévitable. Et alors, à côté de ce phénomène d'homogamie, c'est-à-dire de mariage à l'intérieur du même groupe, de la même catégorie sociale, il y a un autre phénomène qui est celui de l'endogamie. Homogamie renvoie donc à deux mots de racines grecques, c'est-à-dire le mariage avec son semblable, c'est ça que ça veut dire, tandis que l'endogamie vient d'un autre mot grec. Gamie, ça renvoie toujours donc au mariage, mais endo, ça veut dire à l'intérieur de. Donc là, il s'agit
non plus d'un critère sociologique, mais d'un critère géographique. Les 2/3 des mariés, c'est ce que nous apprennent en tout cas les registres paroissiaux de mariage, les 2/3 appartiennent à la même paroisse. Donc là, vous voyez que les registres paroissiaux nous donnent des informations quand même qui sont extrêmement précieuses. Donc tant pour l'homogamie, on se marie entre gens du même milieu social, et sur le plan, je dirais, géographique, la plupart du temps, on se marie au sein même d'une même paroisse. Autrement dit, vous voyez qu'il reste quand même un tiers, ce qui n'est pas négligeable. Autrement dit, la circulation des personnes qui existent et qui est bien réelle est beaucoup plus faible qu'aujourd'hui. Parce que je dirais qu'aujourd'hui, avec la facilité des voyages, pas seulement à l'intérieur du pays où on se trouve, tout simplement parce qu'il y a un brassage plus important de la population, entre autres dans l'enseignement supérieur, et ensuite parce que bon, on voyage, et puis les populations, des populations dites étrangères se sont installées dans notre pays, et vice-versa, et donc les mariages, je dirais, et heureusement, les mariages mixtes, je dirais, quant à leur origine géographique, sont de plus en plus nombreux, ce qui est un élément tout à fait positif, je dirais, pour l'avenir de l'espèce humaine, puisque vous savez que rien de tel que ces mélanges de personnes d'origine différente, puisqu'elles enrichissent leur descendance, en tout cas, bénéficient d'un héritage génétique qui est beaucoup plus riche et qui permet, entre autres, de se défendre contre des maladies diverses, puisqu'elles héritent d'anticorps de leurs parents. Maintenant, l'âge. Autrement dit, quand se marie-t-on? Alors il faut distinguer ici le XVIe siècle, qui est quand même très mal connu sur le plan démographique, à part une étude concernant la région de Nantes. Donc le XVIe siècle n'a pas la même configuration que le XVIIe et que le XVIIIe. En effet, et je vais vous donner les chiffres, au XVIe siècle, les femmes se marient à 19 ans en moyenne, alors que les hommes se marient à 24 ans. Au XVIIe siècle, c'est-à-dire à partir essentiellement de la deuxième moitié du XVIIe siècle, c'est-à-dire l'époque de Louis XIV, mais déjà à la fin du règne de Louis XIII, les femmes se marient 6 ans plus tard, à 25 ans, et les hommes à 27 ans. Ce qui renvoie à ce que j'ai pu vous expliquer tout à l'heure, déjà, ou que j'annonçais plutôt par cette pratique du mariage tardif pour avoir moins d'enfants, parce que les enfants, il faut évidemment les nourrir. Souvenez-vous ce que je vous avais expliqué, qu'entre 1670 et d'autre part 1739-40, pendant cette période-là, effectivement, il y a eu un recul de 30% de naissance d'enfants. En tout cas d'enfants. Naissance est peut-être un petit peu exagéré parce qu'on va voir qu'on peut avoir des enfants qui meurent très jeunes. Donc je parle de 30% d'enfants en moins. Alors ça, c'est la situation dans le mariage qui prévaut très très largement, je dirais, pour la population, puisqu'il y a cette injonction à se marier, c'est un must pour l'Église. Mais hors mariage, il faut là considérer deux aspects. Il y a d'une part les conceptions prénuptiales, ce que j'appellerais les conceptions prélégitimes, même si ce terme n'a aucune valeur sur le plan juridique, et d'autre part les conceptions illégitimes qui ne s'inscrivent pas in fine par la suite dans le mariage de leurs parents, donc dans un couple légitime. Commençons tout d'abord par les conceptions prénuptiales. Là, on observe un recul de la chasteté prénuptiale
un peu partout dans la société, les décennies passant progressivement, donc sous l'Ancien Régime, il y a comment dirais-je, un progrès, si je puis dire, de ces conceptions prénuptiales dans les populations défavorisées. Pourquoi? Parce que, comment dirais-je, le poids de la tradition recule, et ce qui permet effectivement des relations avant le mariage, alors que l'on est déjà fiancé, si vous voulez, et qui conduiront un jour au mariage. Ceci dit, il peut y avoir aussi la situation de femmes qui se trouvent enceintes d'un homme, et voilà, il va bien falloir se marier avec cet homme pour régulariser la situation au moment où l'enfant va naître. En ce qui concerne maintenant les enfants illégitimes, on remarque au XVIe et au XVIIe siècle, le pourcentage est, comment dirais-je, relativement faible. En revanche, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, là, on assiste à une augmentation sensible dans les villes, et en particulier, je dirais, dans les milieux populaires. Peut-être un petit mot maintenant sur le célibat. Le célibat est important, toujours dans cette période clé que j'ai énoncée tout à l'heure et qui correspond en gros au règne de Louis XIV, ici en le prolongeant jusqu'à la fin de la Régence, c'est-à-dire entre 1660 et 1724, on remarque que le célibat varie entre 7 et 9%, ce qui n'est pas négligeable. Il est surtout présent au sein des couches supérieures de la société. On a calculé ainsi que les ducs et pairs, c'est-à-dire le gratin de l'aristocratie en France, connaissaient un célibat relativement important, ce qui ne signifie évidemment pas qu'ils étaient abstinents, bien au contraire, d'autant plus qu'ils avaient les moyens de se payer des maîtresses, bien sûr. Cette croissance va être particulièrement forte au XVIIIe siècle. Alors, je vous avais expliqué en introduction que mon exposé allait comprendre deux parties. La première tournant autour du couple, excusez-moi, et plus particulièrement donc autour du mariage, donc mariage légitime, du couple légitime, et on a vu qu'il y avait un certain nombre de chiffres, et je m'excuse pour tous les chiffres et tous les pourcentages que je vous donne, mais ils sont indispensable si on ne veut pas rester dans des, comment dirais-je, dans des impressions très vagues qui ne reposent sur rien, sinon sur des préjugés ou seulement sur ce que la littérature peut nous faire croire à certains moments, mais qui n'est pas la réalité. Je pense en particulier à la littérature religieuse. Donc il faut évidemment, et c'est le rôle de l'historien, confronter toutes les sources, mais il est clair que ce sont les registres paroissiaux qui nous donnent les informations, je dirais, les plus nombreuses et celles qui sont les plus fiables, certainement. Alors pour les enfants maintenant, je vais distinguer d'une part ce qui relève du taux de natalité et d'autre part ce qui relève du taux de mortalité pour faire le ratio entre les deux pour voir s'il y a oui ou non une croissance de la population. Parce que finalement, c'est un peu l'objectif d'un cours de, comment dirais-je, de démographie historique, quand on étudie un phénomène aussi large que celui de la famille, c'est de savoir si, in fine, il y a eu une croissance de la population et dans quel type de modèle on se trouve. Je commence donc par la fécondité des couples, c'est-à-dire le nombre d'enfants qui naissent au sein des familles.
il faut distinguer d'une part les campagnes et d'autre part les villes. Dans les campagnes, on compte une moyenne de 6 enfants qui naissent, hein. Je dis bien qui naissent, je n'ai pas dit qu'ils survivent. Ces enfants, les femmes les ont entre 15 et 40 ans, mais avec, je dirais, un taux de fécondabilité et de fécondité qui est particulièrement important entre 19 et 25 ans. Dans les villes, prenons le cas de Lyon, je vais vous montrer une étude qui a été faite sur Lyon par Maurice Gardan, c'est sa thèse de doctorat. Là, ce que l'on peut observer, c'est que il y a comment dirais-je, un nombre important, plus important que 6 enfants encore, beaucoup plus important pour les couples, car il y a une pratique qui est fréquente. Je parle ici du cas de Lyon, parce qu'on a ici, j'ai une étude particulière à ce sujet-là. C'est le cas évidemment d'autres régions de France, mais là, ça a été étudié dans le détail par l'historien que je viens de vous citer, car il y a fréquemment la mise en nourrice chez les femmes qui exercent un métier et qui ne peuvent pas s'en occuper. Et c'est ainsi que on observe, les chiffres sont là en tout cas, donc les registres de baptême, qu'il y a souvent des naissances annuelles. Donc vous voyez, vu comment dirais-je, la période de fécondité et de fécondabilité des femmes, ça peut conduire à beaucoup d'enfants. Sauf que, on va voir qu'il y a comment dirais-je, une réserve à apporter à tout cela. Je vais en parler dans quelques instants. Donc ça veut dire que l'intervalle, oui, la période intergénésique, c'est-à-dire la période entre lesquelles on a des enfants, non d'ailleurs intergénésique, oui c'est ça, la femme est fécondable, est extrêmement réduit. Si on doit faire maintenant le bilan de la fécondité des couples, et donc plus particulièrement des femmes, puisque vous savez que le taux de testostérone chez les hommes est constant, alors que la production d'estrogène et le cycle des règles, lui, il est lié, je dirais, à cette période de 28 jours, qui évidemment ne situe pas l'activité, je dirais, de fécondation similaire pour un homme et pour une femme, ou de fécondabilité. C'est parce que j'ai des difficultés à prononcer ce mot qui n'est pas simple non plus. On remarque, si on doit faire le bilan, qu'en moyenne, je dis bien maintenant en moyenne, je ne parle plus des campagnes où j'ai parlé de 6 enfants, en moyenne, pour l'ensemble de la France, on a entre 4 ou 5 enfants dont la moitié meurt avant 20 ans. Donc le taux de mortalité, tenez-vous bien, est de 40 pour 1000, puisque le taux de natalité et le taux de mortalité se calculent non pas en pourcent, mais en pour 1000, contrairement au taux de fécondité, en pour 1000. Alors, pour quelles raisons? Je vais peut-être y revenir lorsque je vais parler du taux de mortalité, sinon je risque de passer du coq à l'âne un petit peu trop rapidement. Alors, la forme des familles. Il faut distinguer le nord de la France et Paris du sud de la France. Les familles dans les deux régions que je viens de citer, le nord de la France et d'autre part Paris, on observe qu'il existe surtout des familles nucléaires, c'est-à-dire la famille que nous connaissons aujourd'hui, papa, maman et les enfants. Et plus on descend vers le sud, donc vers le midi, et en particulier en Corse, mais la Corse, comme vous savez, ne devient française
qu'en 1769, quand elle est rachetée à la République de Gênes, donc plus on descend, plus on assiste, on observe qu'il y a donc des familles élargies. Voilà. Déjà, ce sujet avait été traité par Emmanuel Leroy-Ladurie dans ce qui fut son best-seller, il y a bien longtemps de ça maintenant. Son étude de Montaillou, village occitan, hein, où il parlait de ces familles élargies, justement, dans le cas donc d'une petite ville, d'une bourgade en Occitanie. Maintenant, j'en arrive enfin à la mortalité. J'avais dit que j'allais y arriver très très rapidement. La mortalité donc des enfants est importante. 25% des enfants meurent avant l'âge d'1 an. 25% d'enfants supplémentaires meurent avant 10 ans. Donc vous voyez que quand on a 6 enfants, pendant la période du mariage, que dure le mariage, il y a déjà 50%, donc 3 enfants sur 6 qui meurent. Donc on comprend qu'il y a un phénomène de régulation qui se soit installé, c'est-à-dire que pour qu'il y ait donc une proportion au moins égale, mais on souhaite toujours qu'il y ait une proportion un petit peu supérieure au nombre de 2, c'est-à-dire au couple, eh bien, il faut donc avoir beaucoup d'enfants. Il y a plus de 40%, tenez-vous bien, des unions qui sont rompues avant la 15e année du mariage. Alors pourquoi? Mais il faut d'abord savoir que, mais ce n'était pas l'objet de cette leçon, la proportion des gens qui décèdent relativement jeunes est quand même assez importante, hein. On n'a pas la médecine d'aujourd'hui, les conditions de travail sont rudes, on n'a pas le chauffage dont nous disposons, parce que le bois, il n'est pas toujours facile d'en trouver pour se chauffer, donc il y a le problème de la malnutrition, des maladies, il y a les guerres également, il y a donc toute une série de facteurs qui expliquent que le taux de mortalité soit élevé. Donc, je reviens donc, pour prendre ça de manière plus systématique, insalubrité de certaines régions, par exemple les régions marécageuses, l'hygiène insuffisante, et alors je reviens donc sur ce que je disais il y a 2 minutes, les familles, les épidémies et la guerre. Donc, vous voyez que, je dirais, les familles comprenaient de nombreux décès, et alors ce qui explique aussi, parmi les enfants, le rapport que l'on a à l'enfant, ce sera l'objet de ma leçon suivante, d'ailleurs, hein, qui portera sur les enfants sous l'Ancien Régime. Mais pourquoi expliquer qu'il y a un tel taux de mortalité, non plus ici chez les enfants, mais parmi les adultes? Il y a la raison que j'ai expliquée, mais il y a aussi, chez les femmes, le taux de mortalité élevé au moment ou après l'accouchement pour des questions d'infection. Voilà, donc ce n'étaient pas les hôpitaux d'aujourd'hui, dans des conditions d'hygiène tout à fait évidemment importantes, même si, comme vous le savez, même dans les hôpitaux aujourd'hui, il y a toujours des maladies nosocomiales, hein, des maladies que l'on attrape pendant un séjour à l'hôpital. Je crois que c'est près de 9%, sauf erreur de ma part, donc il y a ça aussi, mais donc à l'époque, il n'y avait pas de comparaison avec ce qui se passe aujourd'hui, et donc la mortalité des femmes en couche était fréquente. Donc ce qui explique qu'il y avait beaucoup de veufs. Mais les femmes qui résistaient à ces accouchements, elles survivaient souvent à leurs maris qui, eux, décédaient plus tôt, dans le cadre de leur existence. Ce qui fait que, effectivement, dans une première phase, ce sont les femmes qui décèdent, puis plus tard, ce sont les hommes. Les hommes sont moins résistants que les femmes, et d'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui, il y a
6 ans, je crois, si pas 7 ans d'espérance de vie, comment dirais-je, différent entre les hommes et les femmes. Les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Donc ce qui veut dire que sous l'Ancien Régime, on mourait soit jeune, soit on mourait vieux, parce que ça n'empêchait pas que l'on pouvait vivre jusqu'à des âges importants, une fois qu'on avait dépassé le stade, et en particulier dans les classes supérieures, si on n'était pas trop intéressé par la bonne chère, par la chasse, qui conduisait parfois à des accidents ou la guerre, hein, pour les officiers, mais on vivait parfois très longtemps. Hein. Pensez à Fontenelle, évidemment, c'est une exception, hein, qui a vécu 100 ans. Je crois qu'il est né en 1651, et puis il est mort, je crois, en 1751, donc un siècle plus tard. Donc ça veut dire qu'il a connu le règne de Louis XIV, qui fut le plus long de toute l'histoire de France, hein, et puis il a connu donc le règne, une bonne partie du règne de Louis XV. Voilà. Et il a toute une série, bon, je pourrais vous prendre le cas de Voltaire, qui est mort à plus de 80 ans aussi. Évidemment, c'était pas des paysans, hein, qui travaillaient la terre, c'était pas des ouvriers qui travaillaient sur le métier de nombreuses heures par jour. On est bien d'accord, hein, c'est lié à des raisons sociologiques aussi. Mais donc, il faut retenir cette idée-là qu'on mourrait jeune, y compris donc pour les femmes, ou d'abord pour les femmes, ou qu'on mourrait vieux. Donc, enfin, quand je dis vieux, entendons-nous bien, vieux, ça veut dire aux environs de 60 ans, hein, aux environs de 60 ans. Donc, il y avait des personnes qui avaient 60 ans. Elles n'étaient pas très nombreuses, bien sûr, mais voilà, ça se trouvait. Donc, il faut faire toujours attention lorsque l'on fait des moyennes, hein, on met évidemment tout le monde dans le même sac. On secoue, et puis alors on trouve un âge moyen. Ben, ce qui compte, c'est de voir évidemment comment se répartissent. Parce qu'au fond, vous voyez qu'il y a 2 âges moyens ici. Donc, voilà. Donc, il faut faire attention aux chiffres auxquels on aboutit, parce qu'ils ne rendent pas compte, quand il s'agit de moyenne, de réalité. Vous savez, c'est comme les salaires, hein, quand on dit le salaire moyen dans tel pays est d'autant, mais si vous y mettez en même temps des milliardaires, et ce qui passe souvent, puisque les inégalités sont nombreuses dans beaucoup de pays, et d'autre part des gens qui gagnent difficilement leur vie, vous arrivez à des chiffres qui ne correspondent à rien dans la population, ou à une toute petite frange de la population. Donc il faut faire très attention à cela. Alors, si l'on fait le ratio, puisque c'était l'objectif de mon propos, entre d'une part le taux de natalité et le taux de mortalité, on observe qu'il est le même, c'est-à-dire de 40 pour 1000. Ce qui signifie qu'on aboutit à une stagnation de la croissance, et que, ben, voilà, les populations, jusqu'en 1740, ne croissent pas beaucoup. Vous aviez eu, je dirais, un maximum, un optimum qui s'était situé à la fin du XIIIe siècle, puis au milieu du XIVe siècle, mais déjà avant la peste noire, on observe, là à partir des dénombrements de feu, là ce ne sont pas à partir des registres paroissiaux, on observe qu'il y a eu une chute terrible de la population partout en Europe, et en particulier en France, hein, puisque on a calculé que on devait être arrivé aux environs de près de 20 millions de Français à la fin du XIIIe siècle, donc vous imaginez. Et puis alors il y a une chute brutale, hein, qui va du quart, voire à la moitié de la population. Il y a des médiévistes qui considèrent que la France aurait peut-être perdu la moitié de sa population, donc à l'époque de la grande peste noire, et puis des répliques qui vont suivre dans le demi-siècle qui suit. Et il faudra donc vraiment... pendant une période très longue, ce que Emmanuel Leroy-Ladurie a appelé l'histoire immobile. En fait, l'histoire n'est pas immobile, mais il voulait étudier cet écosystème que constitue la France pendant le bas Moyen-Âge et sous l'Ancien Régime, en tout cas jusqu'au
au milieu du XVIIIe siècle. C'est pour ça qu'il a utilisé l'expression l'histoire immobile du point de vue démographique. C'était d'ailleurs le titre de sa leçon inaugurale au Collège de France, je crois que c'était en 1973, oui, ou 14. Et après la reprise au XVIIIe siècle, ce que par exemple Bernard Quillet a appelé dans synthèse le beau XVIe siècle, le XVIIe siècle est une période de dépression, tant sur le plan économique que sur le plan démographique. Sous Louis XIV, c'est le titre d'ailleurs d'un ouvrage de Pierre Goubert, Louis XIV c'est 20 millions de Français, donc 20 millions de Français, c'est seulement à partir vraiment de 1720-1740 que les choses commencent à repartir, là dans une croissance qui est tout à fait remarquable, puisqu'il va y avoir une croissance de 40% de la population, puisque au moment de la Révolution française, on arrive à 28 millions de Français, ce qui va évidemment permettre aux armées françaises d'être constituées de contingents nombreux. C'est de loin le pays le plus peuplé de l'Europe à la fin du XVIIIe siècle, ce qui va permettre aux armées révolutionnaires et puis aux armées napoléoniennes d'avoir, je dirais, la chair, c'est triste à dire, pour se faire tuer dans les différentes régions d'Europe. Hein. Voilà, je m'excuse de cette parenthèse un petit peu gore, mais enfin, c'est la démographie qui explique quand même en grande partie, pas seulement, hein, il y a bien d'autres raisons, mais en grande partie, la capacité de la France à conquérir une grande partie de l'Europe. Donc, voilà. Conclusion. On peut dire qu'il n'y a pas de véritable transition démographique au XVIIIe siècle en France. Quand on voit l'espérance de vie, on voit qu'elle augmente de 3 ou 4 ans. Ce n'est pas négligeable, hein, mais quand vous pensez qu'à l'heure actuelle, chaque année, dans nos régions, je dis bien, chaque année dans nos régions, l'espérance de vie augmente chaque année de 3 mois, ça veut dire qu'au bout de 4 ans, votre espérance de vie augmente d'1 an, eh bien, ce qui explique évidemment nos enfants, mes enfants, et encore plus mes petits-enfants, si j'en ai, vivront, on a calculé qu'il y aurait peut-être 50% de centenaires en 2100. Mais ce n'est pas tenir compte, évidemment, de la situation climatique et de toute une série d'autres facteurs qui vont intervenir. Par exemple, des guerres. On ne le souhaite pas, évidemment. Quand on a une descendance, on espère que tout ça ne va pas se passer. Mais ça paraît malheureusement inévitable qu'il y ait des conflits sociaux très importants, vu l'importance des inégalités, vu l'accès, dans le cas au XXIe siècle, à des ressources fondamentales, l'eau en particulier. Je crois que ça va être un siècle très douloureux. On croyait que le XXe siècle, comment dirais-je, que les catastrophes de la première moitié du XXe siècle ne se reproduiraient pas, ou plus, mais moi je suis très sceptique. Comme historien de la longue durée, je suis vraiment pessimiste, mais il faut travailler à l'avenir, il faut travailler pour les générations qui suivent, et nous sommes quand même responsables en partie, même si nous ne sommes pas des décideurs de ce qu'il faut faire. Hein. Je veux dire, on n'est pas impuissants non plus, même si nos capacités d'action en tant qu'individus sont quasiment extrêmement réduites, mais enfin, en se regroupant, il y a quand même moyen de bouger. Donc, je reviens à mon propos, une espérance de vie de 3 ou 4 ans. Alors, quand l'espérance de vie, c'est après, évidemment, la période, comment dirais-je, de creux dont je vous ai parlé tout à l'heure, entre 1670 et 1740. Donc, la période de croissance de 3 ou 4 ans, en termes d'espérance de vie, se situe entre 1740, donc c'est pas sur l'ensemble de la période depuis le XVIe siècle,
et 1789. Je vous donne des chiffres, parce que les chiffres sont très parlants, et de toute façon, l'historien, comme n'importe quel savant, doit se baser sur des données qui ont été récoltées minutieusement par ses collègues, qui ont été synthétisées par d'autres, et moi, je joue ici modestement le rôle d'interface entre des travaux savants et d'autre part mes étudiants et le grand public. Donc chez les hommes, pour la période considérée, donc entre 1740 et 1789, chez les hommes, on passe de 23 ans,8 à, en 1789, donc 50 ans plus tard, à 27 ans,5. Chez les femmes, de 25 ans,7 à 28 ans,1. Donc vous voyez que l'espérance de vie n'a rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui, en tout cas dans nos régions, je dis bien dans nos régions, puisque je ne connais pas les chiffres tout à fait précis, mais je crois que pour les hommes, ça doit être 80 ou 82 ans, me semble-t-il. Je n'ai pas eu les derniers chiffres, hein, mais aux environs de 80-82 ans, je crois, pour les hommes, et les femmes, là, elles ont 6 ans de plus, donc c'est, je crois, aux environs de 88 ans, certainement, en tout cas, dans l'état actuel des choses. Voilà, donc nous ne sommes pas égaux en termes d'espérance de vie à notre naissance, en fonction de notre milieu social, car on sait bien que en milieu ouvrier, l'espérance de vie est inférieure de près de 10 ans, je crois. Ne parlons pas des sans-abri, où là l'espérance de vie est de 53 ans ou 54 ans. Ne prenons pas le cas de la Russie, où l'espérance de vie a fortement baissé depuis la chute de l'Union soviétique, où, sans défendre nullement ce régime, il y avait des protections sociales qui étaient beaucoup plus importantes que maintenant. Et on voit que depuis, effectivement, depuis 30 ans, comment dirais-je, suite à la désorganisation complète du système économique et à l'arrivée d'un capitalisme sauvage, à des tas de gens qui ont perdu leur emploi, qui se sont trouvés déclassés, si je puis dire, même si ça paraît étonnant par rapport à une époque qui se voulait relativement égalitaire, même si ce n'était pas tout à fait le cas. Et donc, il y a beaucoup de gens qui se sont donnés, qui s'adonnent aujourd'hui à la boisson. Ce sont des sociétés plus violentes aussi, hein. Il suffit de voir le taux de criminalité en Russie. Voilà. Ce n'est que à partir des années 1740-1750 qu'il y a eu une limitation progressive dans les campagnes. Alors quand j'ai expliqué il y a quelques minutes que l'on ne peut pas parler de transition démographique au XVIIIe siècle en France, je fais évidemment référence à ce fameux modèle par lequel passent les populations, où dans un premier temps, une phase très longue, on a un taux de natalité très élevé, mais un taux de mortalité lui-même très élevé, ce qui fait qu'on est dans une période où les deux s'équilibrent, ce qui est le cas encore sous l'Ancien Régime, hein, je vous ai dit, hein, je vous ai donné les chiffres, 40 pour 1000 taux de naissance et d'auto-natalité, 40 pour 1000 taux de mortalité. Donc on voit qu'on arrive à finalement une croissance pratiquement nulle, en tout cas jusqu'à l'époque de Louis XIV. C'est seulement, je vous ai dit qu'à partir de 1740, les choses évoluent, hein, pour des raisons que je ne vais pas développer ici, qui sont quand même liées à des facteurs, entre autres, quant à l'augmentation des rendements agricoles, et puis il va y avoir aussi, bien sûr, les progrès de l'hygiène, il va y avoir aussi, mais ça c'est à la fin du siècle, la vaccination, des tas de choses comme celle-là. Deuxième période, après, dans le modèle des démographes, il y a la deuxième période qui est celle de la transition démographique, que connaissent beaucoup de pays dits
en voie de développement, où vous avez, comment dirais-je, un taux de natalité qui est très élevé, alors que le taux de mortalité chute fortement grâce au progrès de la médecine, où là vous avez une augmentation exponentielle de la population, hein. Ça a été le cas de pays d'Afrique, de l'Inde, de pays, des pays que l'on appelait jadis les pays du tiers-monde, hein. C'est une terminologie que les plus jeunes ne connaissent pas, puisque tiers-monde, c'était par opposition aux deux premiers mondes, c'est-à-dire le monde capitaliste et le monde socialiste, donc communiste. Donc ici, enfin, on parle. D'ailleurs, le terme pays en voie de développement, ça ne se dit pas plus beaucoup non plus. Je ne sais pas quelle est la terminologie qu'on utilise aujourd'hui, mais enfin, les pays qui, en tout cas, n'ont pas encore rejoint, c'est-à-dire une grande partie des pays du monde qui sont très fortement marqués par le système capitaliste, par la mondialisation, mais qui n'ont pas les taux de croissance que nous connaissions, ou en tout cas le niveau de vie. Je crois que c'est le niveau de vie qu'il faut avoir en tête, parce que le taux de croissance, hein, pour l'instant, nous sommes tous en négatif, comme vous savez, donc avec la pandémie du Covid. Voilà. Et puis alors la troisième phase, c'est la phase dans laquelle nous sommes, hein. C'est une phase où dans les pays industrialisés, dans les pays riches, il y a un taux de mortalité qui est faible, un taux de natalité qui est faible aussi, en moyenne 2 enfants, je crois que c'est 2,1 en France, mais alors en Allemagne, en Hongrie, dans les pays d'Europe centrale, là il est en dessous de 2. Hein, donc là il y a un vrai problème qui se pose. Donc Angela Merkel, quand il y a quelques années maintenant, elle a ouvert les portes à l'immigration, ce n'était pas un geste uniquement de bienfaisance correspondant aux grands idéaux européens, c'est tout simplement parce que l'Allemagne a besoin de travailleurs pour faire fonctionner l'économie et puis pour assurer quand même un jour les retraites des Allemands. Donc il ne faut pas, vous savez, les actes politiques sont rarement gratuits. Quand ils apparaissent gratuits, c'est souvent que ça correspond à des questions de prestige ou pour faire plaisir à une partie de l'électorat à un moment donné. Mais la gratuité, vous savez, venant des politiques, il ne faut pas trop y croire. Voilà. Je vous montre maintenant, après ce cours où je suis un petit peu volubile comme d'habitude, je suis très bavard comme vous le savez, je vous montre quelques ouvrages, des ouvrages qui comprennent une partie, je dirais, démographique et une partie sociologique que je n'ai pas vraiment abordé ici, comme vous savez. Alors tout d'abord le tome 2 de l'histoire de la famille, qui a pour directeur André Burger, Christiane Clapis-Zuber, Martine Segalen, Françoise Zonabend, voilà, chez Armand Collin. Alors je dis bien le tome 2 qui concerne notre sujet d'aujourd'hui. Enfin, quand je dis notre sujet, entre autres notre sujet, parce qu'il s'agit d'une histoire mondiale de la famille qui concerne aussi bien l'Asie, l'Afrique que l'Amérique. De Jean-Louis Flandrin, que j'ai connu, j'ai même été invité à manger chez lui, c'était je crois dans le 14e. Voilà, alors famille, parenté, maison, sexualité dans l'ancienne société, chez Hachette. C'est un historien très intéressant qui enseignait à Vincennes, oui, enfin, quand je l'ai connu, il enseignait à l'université de Paris 8 et à l'école des hautes études en sciences sociales. Et il s'est intéressé à des sujets qui, à l'époque, n'étaient pas ou très peu traités. C'est la question de la sexualité et la question de l'alimentation. Il a publié une grosse histoire de l'alimentation. François Lebrun, la vie conjugale sous l'Ancien Régime, voilà.
chez Armand Collin, dans la collection Uprisme. Alors, des ouvrages très généraux concernant la démographie historique, dans la collection U de Guillaume et Poussou, Démographie historique, chez Armand Collin. Alors, sous la direction de Jean-Pierre Bardet et Jacques Dupaquier, Histoire des populations de l'Europe, tome 1 des origines aux prémices de la révolution démographique, chez Fayard, fondamental pour la thématique d'aujourd'hui. D'autre part, le tome 2, il y a 3 volumes, et le 3e volume n'intéresse pas la séquence chronologique de cette leçon, même titre, sous-titre, tome 2, La révolution démographique 1750-1914. Oui, c'est publié chez Fayard. Ce sont des gros ouvrages, donc. Je vois que, en regardant ce sont des très beaux livres, hein, en regardant le prix indiqué, je l'ai acheté chez un bouquiniste, et j'ai acheté, tenez-vous bien, les 3 volumes, alors qu'ils sont en parfait état, hein, pour 48 €. Donc là, j'ai fait une affaire ce jour-là. Alors, les études plus pointues que j'annonçais tout à l'heure, donc des thèses doctorat, d'Emmanuel Leroy-Ladurie, Les paysans du Languedoc, c'est une histoire à la fois démographique et économique. C'était sa thèse doctorat sous une forme abrégée ici, donc les paysans du Languedoc du XVIe au XVIIIe siècle. C'est une thèse qui a marqué également chez Flammarion, dans la collection Sciences. Je ne sais pas si on a réédité ces ouvrages sous une autre forme. Alors ça, c'était vraiment la thèse qui a lancé toutes les études démographiques de Pierre Goubert, 100 000 provinciaux au XVIIe siècle. Ça porte sur la région de Beauvais et du Beauvaisis, en Flammarion. Alors je me souviens d'une anecdote qui est racontée dans l'autobiographie de Pierre Goubert, que j'ai eu la chance de connaître aussi. Et Pierre Goubert, il avait eu une petite, comment dirais-je, discussion un peu, une passe d'armes, si je puis dire, avec Fernand Braudel, un très grand historien. Et Fernand Braudel lui avait dit je ne comprends pas que l'on puisse s'intéresser à, ou plutôt lui avait dit, ben vous êtes intéressé à une petite région de France. Et alors Pierre Goubert, méchamment, lui avait rétorqué, et à juste titre, moi je ne comprends pas que l'on puisse s'intéresser à une grande surface liquide. Parce que Braudel avait fait sa thèse doctorat, une thèse très connue, sur la Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II. Donc vous voyez que ces grands savants pouvaient être vaches entre eux. Bah, vous savez, souvent il y a des rapports à la fois d'admiration commune, parce que Pierre Goubert, dans son autobiographie, il parle du grand Braudel, donc il n'y est pas, au contraire, ses mérites, mais en même temps, on ne se laisse pas faire. Hein. L'un des professeurs à la Sorbonne, Goubert, l'autre au Collège de France, Braudel, ce sont quand même aussi des rivaux, des gens narcissiques qui ont une forte personnalité, et donc voilà, ils ne se laissaient pas faire. Alors de François Lebrun, que nous avons déjà rencontré tout à l'heure, Les hommes et la mort en Anjou au XVIIe et XVIIIe siècle, chez Flammarion. Dans les 3 thèses que je vous ai montrées ici, il y a donc, en abrégé, ce sont des thèses abrégées, il y a des tableaux concernant la démographie. De même, chez Maurice Gardan, Lyon et les Lyonnais, au XVIIIe siècle,
paru chez Champ Flammarion. Et j'ai tiré des pourcentages tout à l'heure dans mon exposé de ce livre. Alors, c'est pas seulement une étude démographique, c'est une étude sociologique où il est question de la lutte des classes. C'est le titre d'un chapitre qui est très intéressant, enfin qui moi m'a beaucoup intéressé. C'est le chapitre 2 de la 3e partie qui s'intitule « Du corps de métier à la lutte de classe ». Marcel Lachivert, Les années de misère, la famine au temps du grand roi, chez Fayard. J'ai eu l'occasion de faire une leçon à partir de ce livre-là, sur donc la crise démographique au tournant du XVIIe et XVIIIe siècle, puisque vous avez deux grandes périodes de froid et de famine, respectivement en 1694 et à la suite de l'hiver de 1709-1710, donc à l'époque de Louis XIV. Il y avait eu aussi une période, une grande famine au moment de l'avènement de Louis XIV en 1661. Ah ben je crois, voilà, je vous ai montré tout ce que j'avais apporté de ma bibliothèque. J'ai dit